Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa TV. En Afrique subsaharienne, les élites sont considérées comme des acteurs majeurs, sinon décisifs du développement et du rayonnement de leur communauté de base. Elles exercent, comme le disait Laura Friesa, deux principales fonctions. Une fonction d'activation, c'est-à-dire la mobilisation des parties prenantes autour des besoins de leur communauté, et une fonction d'expertise à travers l'identification des solutions idoines au rayonnement de leur communauté de base. Qu'en est-il réellement? Le sujet davantage est intéressant parce que le statut d'élite fait l'objet de plusieurs sollicitations sur le plan politique, sur le plan traditionnel et même sur le plan de l'image individuelle. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le professeur King Yefodop, auteur d'une série d'articles et d'ouvrages en lien avec la thématique, aujourd'hui vous l'aurez deviné, élite et développement en Afrique. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Fabrice. Merci d'avoir honoré à nouveau à cette invitation de Africa TV. J'y ai répondu avec plaisir. Très bien. Qu'entend-on par élite? Pouvez-vous définir le concept pour nos téléspectateurs? Écoutez, si le mot élite est d'un usage courant, je pourrais dire d'un usage quotidien, il ne s'accommode pas d'une définition unanime. Vous voyez, c'est une notion très controversée qui donne lieu à diverses définitions. Mais on peut finalement s'accorder avec le sociologue Wilfrido Pareto que l'élite désigne un groupe d'individus de deux sexes qui figurent parmi les meilleurs dans leur domaine de compétences. Voilà simplement défini. Et ce sont des gens qui ont émergé et qui, dans leur domaine respectif, ça peut être la politique, ça peut être la religion, ça peut être la recherche scientifique, ça peut être encore le notariat. Ce sont des individus qui, par leur travail, encore que nous verrons qu'il y a des élites qui sont proclamées, mais les élites véritables sont celles-là qui, par leur travail, sont arrivées au sommet de la hiérarchie dans leur domaine de compétences. Alors, l'élite, comme ceux ou celui qui est arrivé au sommet de la hiérarchie par rapport à la masse, par rapport au grand nombre, alors, élite au singulier ou alors élite au pluriel? Élite au pluriel, parce que comme je l'ai dit, il s'agit des individus qui ont émergé et qui ont réalisé ce qu'on peut appeler des grandes œuvres ou des prouesses dans leur domaine de compétences. C'est pour cela qu'on peut parler d'élite au pluriel, élite politique, élite administrative, ceux qui doivent finalement leur statut par les nominations. C'est pour ça que je parle des gens qui ont été désignés comme faisant partie de cette classe élitiste, mais d'autres comme les élites économiques ont, par leur travail, par un certain nombre de réalisations qu'elles ont pu faire dans le domaine économique, se sont hissées au sommet de la hiérarchie. Élite religieuse, élite intellectuelle, élite scientifique, élite militaire et élite traditionnelle. Vous voyez, les élites comme les chefs, ils doivent à ce moment leur rang d'élite par, si vous voulez, la tradition. Ils ont tout simplement hérité d'une position qui peut être une position sommitale, qui est celle du chef, et on peut penser qu'il peut y avoir des élites, comme on a vu parfois des rois fainéants. C'est-à-dire, évidemment, ils doivent finalement leur statut d'élite
par hérédité, peut-être parce qu'ils ont hérité d'un titre de leurs parents, et qui étaient finalement certains qui avaient, par leur travail, par leur bravoure, par leur conquête, acquis finalement ce statut. Et comme de toute façon, ça doit se pérenniser, une fois que finalement le chef conquérant a disparu, il est peut-être remplacé par un autre chef, mais qui n'a pas les mêmes compétences que son père ou son prédécesseur. Alors, comment les élites contribuent-elles ou peuvent-elles contribuer au développement et au rayonnement de leur communauté de base? En Afrique, en général, et au Cameroun en particulier, les élites contribuent de diverses manières au développement et je dirais au rayonnement national, voire international, de leur communauté d'origine. J'ai l'habitude de dire pour le Cameroun que si l'arrondissement de Penja doit son rayonnement international au poivre blanc, parce que le poivre blanc est connu internationalement. Et il n'y a pas longtemps, je suivais un reportage sur Canal+, sur le poivre blanc. Il paraît que le poivre blanc de Penja est consommé à l'Élysée. Si cet arrondissement doit son rayonnement international à ce poivre blanc, si l'arrondissement de Tolé doit aussi son rayonnement international au thé de Tolé, dont on dit qu'il est consommé par la reine d'Angleterre, par exemple, la chefferie de Banjul doit le sien à ces élites qui contribuent de diverses manières au rayonnement international de cette chefferie. Banjul, si vous voulez, possède une élite diversifiée, une élite, si vous voulez, administrative, une élite scientifique et intellectuelle, une élite, si vous voulez, traditionnelle, et surtout une puissante élite économique et financière. Ces diverses élites rivalisent, si vous voulez, en réalisation pour d'abord faire en sorte que leur chefferie d'origine soit une terre agréable à vivre, mais aussi pour faire connaître finalement leur village au-delà du triangle national. Ce sont des réalisations qui sont faites sur le territoire de la chefferie Banjul, mais aussi des réalisations qui sont faites à l'international. Si vous en voulez, par exemple, quelques-unes en rayonnement international, lorsque, par exemple, Talla André Marie, ce chanteur qui est originaire de Banjul, arrive à décrocher un prix africain de la musique, finalement, c'est quand même le nom de Banjul qui est répercuté à l'international. Lorsque Caresse Fosso aussi obtient, par exemple, le prix africain de la musique, là aussi, le rayonnement international de Banjul vraiment en ressent. Et il y a un certain nombre de réalisations. On a même d'ailleurs un originaire de Banjul qui est, si vous voulez, le président, il s'appelle Kamge, qui est le président finalement de Synergie africaine, parce que ce n'est pas seulement que Synergie camerounaise, et qui finalement organise quand même des conférences au Parc des Expositions à Paris et qui organise des conférences à travers le continent dans les grandes capitales. Il y a un certain nombre de réalisations comme celle-là et les élites contribuent à l'amélioration des conditions de vie dans leur village d'origine, bien entendu, construction des points d'eau potable, électrification, aménagement des écoles, ouverture des routes, construction des ponts. Et on peut dire que, surtout au Cameroun, l'élite, en agissant de la sorte, répond à un appel que la puissance publique avait lancé d'ailleurs à la générosité des élites, surtout dont la majorité habite dans les villes, les appelant à venir, si vous voulez, au secours du développement de leur campagne, dont les élites complètent l'action finalement de l'État dans leur arrondissement finalement d'origine. Mais de toute façon, il faut dire que finalement, ce ne sont pas toujours des contributions philanthropiques, c'est-à-dire que il y a toujours des arrière-pensées finalement dans ces actions dont peut-être nous parlerons dans le cours de notre entretien. Justement, immédiatement, on va se demander quel serait l'intérêt d'un individu à se porter garant d'un certain rayonnement de son village, de sa communauté. Bien sûr, en agissant, je ne sais pas s'ils ont conscience qu'ils contribuent
Bon, ils ont peut-être conscience de participer au développement, d'aider un peu leur village, mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours conscience qu'ils contribuent au rayonnement de leur village d'origine au-delà. Mais seulement, il y a quand même des arrière-pensées, comment dirais-je, qui peuvent être des arrière-pensées électorales, parce que nombre de ces élites sont finalement des hommes d'affaires et des hommes politiques, et ils entendent par un certain nombre de réalisations, construction de routes, aménagement des points d'eau potable, si vous voulez, et même, vous comprenez, parce que cette contribution, c'est pas seulement, si vous voulez, en bien, ce n'est pas un objet palpable, ils peuvent venir aussi en aide, en offrant peut-être de l'aide, si vous voulez, financière. Il y a donc des arrière-pensées électoralistes, politiques, parce qu'ils agissent de cette manière-là, ils manifestent à peu près leur civisme politique, parce qu'ils savent que peut-être demain, ils pourront peut-être solliciter les voix de leurs concitoyens, et en agissant de sa manière, ils se présentent comme les meilleurs candidats aux yeux de leur électorat citadin. Mais là, oui. Mais là, on observe justement qu'il y a un retrait, ou alors un effacement de l'élite académique ou scientifique, et une mise en lumière de l'élite politique et économique. Oui, bien sûr, sur le terrain de cette compétition, les élites économiques, ceux qui ont peut-être la puissance financière, dament véritablement le pion aux élites intellectuelles et scientifiques, parce que finalement, les œuvres que les élites politiques posent, les actes, sont directement peut-être palpables, permettent de résoudre finalement les urgences. Parce que quand il faut construire un point d'eau, quand il faut ouvrir une école, il y a des répercussions sur le vécu des quotidiens. Alors quand même que les élites intellectuelles contribuent aussi par la réflexion à changer à peu près les mentalités et faire en sorte qu'on puisse se consoler. Parce que je suis de ceux qui pensent que finalement, la richesse aujourd'hui ne se compte pas en nombre de biens immeubles qu'on possède dans telle ou telle partie du territoire, ne se compte pas en effectif de cheptels ou en nombre de plantations, voire en un établissement industriel qu'on possède. L'homme riche d'aujourd'hui, c'est celui qui est doté d'une grande densité d'informations. Parce que vous savez que les gens peuvent aller chercher sur la planète la plus reculée de la Terre, je ne sais pas, la planète Neptune, le trésor qui se trouve sous leurs pieds. Or, l'homme instruit, l'homme, vous voyez, formé intellectuellement, c'est directement où aller chercher finalement ce trésor-là. C'est peut-être une méconnaissance, et on voit que finalement, dans notre pays, peut-être ces élites intellectuelles sont un peu en retrait. Mais il se trouve que de plus en plus, ils prennent aussi de la place, ils cherchent aussi à conjuguer leurs efforts avec les élites, si vous voulez, économiques et financières, puisque de toute façon, si nous prenons l'exemple de l'ouvrage que nous venons de publier aux éditions L'Harmattan, sous titre « Chefferie de Banjul, le pari de l'excellence », le Festival Msemtodium à la une, ça a été finalement le fruit d'une combinaison de toutes les intelligences Banjul, de la chefferie Banjul, intelligence, si vous voulez, économique, intelligence, si vous voulez, politique, intelligence scientifique et, si vous voulez, intellectuelle. Et c'est la combinaison, finalement, de ça. C'est peut-être une première, c'est l'exemple peut-être à donner qu'il faut suivre. On espère que, finalement, cet exemple en appellera d'autres, car il est arrivé que dans le temps, qu'il y ait quand même des dissensions ou, comment dirais-je, des divergences entre ces diverses intellectuels, ces diverses élites originaires d'un même arrondissement. Alors, est-ce qu'il y a une conduction, est-ce qu'il y a une vision, est-ce que l'on peut envisager une vision commune ou communautaire et solidaire surtout entre l'action de l'élite et les besoins du village portés peut-être ou alors exprimés par l'autorité traditionnelle? Bien sûr, à l'origine, quand même, des réalisations des élites dans leur village d'origine, il y a vraiment, comment dirais-je, la nécessité
de résoudre finalement des problèmes, de répondre à des demandes. Demandes, si vous voulez, incarnées non seulement par les populations, mais demandes aussi incarnées par les chefs. Il peut arriver que certains chefs ne soient peut-être pas toujours conscients du développement, mais je crois que la plupart, l'expérience vécue, l'expérience des enquêtes menées ici et là sur le terrain, montre que finalement les chefs sont très soucieux du développement de leur village, développement économique, développement social et d'ailleurs développement sportif de plus en plus maintenant. Vous voyez, les réalisations, nous n'avons pas évoqué peut-être les réalisations des sportifs dans notre entretien, mais aussi certains sportifs qui interviennent, vous voyez, au niveau mondial. Vous voyez par exemple l'arrondissement de Bathie est bien connu. À travers finalement cet athlète, il s'appelle, je ne sais plus, Nganou, quelque chose comme ça. Et je pense, oui. Alors, ce qui fait que de toute façon, le chef est bien conscient et les chefs cherchent finalement à, comment dirais-je, s'allier peut-être ces différentes élites pour utiliser à peu près leur savoir-faire, utiliser leur contribution pour finalement faire connaître davantage le village dont ils sont les chefs, ou aussi pour y améliorer les conditions d'existence des habitants. Alors, si on laisse l'aspect pluriel en considérant les élites et prenant en compte uniquement le vocable sous l'aspect singulier, l'élite au sens général, l'on a l'impression qu'il y a une certaine distorsion entre l'ambition ou bien les projets affichés par l'élite et l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce qu'on n'arrive pas, dans notre contexte, notamment le contexte camerounais, il est difficile de percevoir clairement la contribution des élites, soit au niveau du PIB local, soit au niveau du rayonnement infrastructurel, éducatif, peut-être sanitaire du village. Alors, oui, vous avez raison de poser la question, parce que cette contribution, comparée à celle qui devrait être la contribution de l'État, est encore infime. D'ailleurs, ce n'est pas quand même du ressort, par exemple, des élites, d'ouvrir les routes, de construire les écoles, des centres de santé, d'aménager des points d'eau dans un pays de droit. Il m'arrive de dire, avec le recul nécessaire, que des réalisations comme la construction des écoles, l'aménagement des points d'eau potable, l'ouverture des établissements de formation, leur coût dépasse de loin, finalement, le pouvoir d'intervention des élites, fût-ce-t-elle, par exemple, Fosso-Victor. Parce que ce n'est qu'un appoint, et vous avez raison de dire que ce n'est peut-être pas très palpable. D'ailleurs, il m'est arrivé de dire, après mûre réflexion, après pure observation, que ces actions-là ne sont pas toujours très salutaires. Vous voyez, ceux qui aménagent les routes, les écoles, les points d'eau potable, ne sont pas toujours des spécialistes. Et ces réalisations-là ne respectent pas toujours les normes. Est-ce que cela n'est pas simplement dû aux visées purement politiques et électorales? Absolument, absolument, parce qu'il faut savoir raison, par rapport à ça, savoir raison garder et analyser ça avec le recul nécessaire. Oui, ça permet de pallier les urgences sur le moment, mais sur le long terme, quand on prend le recul nécessaire, est-ce que cette route-là qui a été ouverte par une élite respecte les normes d'une route? Est-ce que cet établissement-là respecte les normes de sécurité? Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout qu'on voit parfois que certaines élites peuvent jouer un rôle ambivalent. Il faut toujours bien nuancer. Parce que d'ailleurs, l'expérience a montré que quelque part, lorsque une élite en tant qu'individu arrive à émerger, c'est comme cet arbre-là, très gourmand, l'eucalyptus. Lorsqu'un eucalyptus pousse quelque part, il acidifie le sol dans l'entourage et plus aucune herbe ne pousse. Donc quand une élite émerge,
on voit qu'elle fait tout et tout pour, si vous voulez, réduire à néant d'autres élites qui souhaitent émerger, dont on peut discuter. Il y a le rôle ambivalent des élites sur le développement des campagnes, comme le rôle aussi des techniques. Vous savez qu'avec les techniques sont ambivalentes. Avec les techniques, on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Les destructions des bombes atomiques, etc. Bon, bien sûr, mais avec ça, on peut vraiment se défendre. Vous comprenez? Ce qui fait que ce rôle-là doit être nuancé. D'ailleurs, à l'issue d'un certain nombre de travaux que je menais, j'ai dit, comme les élites implantées généralement en ville viennent au secours des paysans, les paysans ne doivent pas se satisfaire, si vous voulez, de cette générosité. On connaît cet adage qui dit qu'il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher qu'à lui donner du poisson. Les paysans, leur chef en premier, ne doivent pas tout attendre, si vous voulez, de l'élite, bien sûr. Il vaut mieux que l'État fasse finalement son travail, mais que les paysans aussi puissent se prendre en charge. On connaît très bien cet adage aussi qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, si le rôle de l'élite est justement de tirer son village vers le haut, ne serait-il pas plus intéressant pour cette élite de construire mentalement le villageois et de lui dire « je t'apporte ce bien pour résoudre ton problème ponctuel. Mais il faudrait que toi-même, à long terme, tu envisages de résoudre tes problèmes structurels. » Absolument. Et c'est dans ce sens-là que les intellectuels peuvent intervenir. Parce que celui qui n'apporte que des biens et qui distribue, par exemple, ponctuellement, il n'est peut-être pas sûr que cette action dure sur le long terme. Ce sont les intellectuels qui attirent peut-être l'attention. Leur rôle, c'est peut-être d'attirer l'attention. On dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, ce rôle de conseil est aussi vital. Et ce sont peut-être les intellectuels qui sont mieux placés et qui essayent aussi d'attirer l'attention, puisque quand on conclut des recherches comme celle-là, on met face à face le trio l'élite urbaine, le monde rural et l'État. Et finalement, à la conclusion, on dit finalement à l'État finalement de jouer son rôle d'impulseur du développement dans les campagnes, aux paysans finalement de savoir tirer leur épingle du jeu en essayant de travailler, en essayant d'utiliser ce que l'État peut mettre à leur disposition pour améliorer leur quotidien, améliorer leur cadre de vie, à l'élite aussi d'apporter ce qu'elle peut, mais tout en laissant entendre aux paysans que c'est eux qui sont peut-être les pionniers, les fers de lance, si vous me passez l'expression, du développement des campagnes. Parce que même quand on fait un certain nombre de réalisations, il faut que les paysans en assurent la protection, il faut que les paysans en assurent la maintenance. Ils ne peuvent pas attendre que finalement ceux qui ont apporté le financement puissent être là, vous voyez, pour améliorer au quotidien. Vous connaissez aussi l'adage qui dit comme on fait son nid, on se couche. Finalement, ces élites-là, élites administratives, politiques, davantage, qui se retrouvent au sommet de la chaîne étatique, mais qui y revient à la base pour régler les problèmes. De quel État parle-t-on finalement? Alors que c'est l'élite qui tient les cordes de haut en bas, ou de bas en haut. Bien sûr, mais je crois savoir, à mon entendement, que l'État, c'est tout le monde. Oui. C'est vous et moi. Et c'est vrai que de toute façon, au Cameroun, le Cameroun, je ne sais pas si c'est la même expérience dans les autres pays, le politique a été très astucieux. Et comme je dis, le mouvement de l'élite en direction des campagnes remonte au Cameroun des années 70. Et il répondait, les élites, déjà à l'appel du premier chef de l'État qui avait lancé cet appel à la générosité des mains. Et vous savez que d'ailleurs, les principes, si vous voulez, de quoi? D'intégration nationale. Oui. Vous comprenez cette expression chère aux politiques camerounais, l'État arrive
depuis de longues années, à utiliser le canal de ces élites-là pour faire en sorte que, même si le combat n'est pas gagné, pour améliorer à peu près les conditions de vie des populations dans les campagnes, pour faire passer à peu près les messages et pour, puisque c'est la visée de l'aménagement du territoire, pour essayer, encore que c'est une visée qui ne sera jamais atteinte, parce que finalement, le développement, c'est un processus, le niveau supérieur du développement n'a jamais atteint, pour essayer de placer toutes les composantes spatiales et sociales du pays pour les placer ou les porter au même niveau de développement, au même niveau de vie. Ce qui semble être une utopie, parce que même quand on donne parfois des moyens aux gens, vous en avez des groupes qui peuvent utiliser à bon escient ces moyens-là, et d'autres qui les utilisent finalement mal. Mesdames, Messieurs, c'était Thématique sur Africa TV, votre émission d'entretien en lien avec l'actualité. À très bientôt avec le professeur Kenye Fodop qui certainement nous rendra encore visite. Ce sera avec plaisir, Monsieur Fabrice.